de parler de Mohamed Salah. Et nous, on va passer à nos pronos pour la Ligue des Champions, puisque ça y est, comme je vous l'ai dit en tout début d'émission, c'est le début, enfin c'est le début, c'est le retour de la Ligue des Champions. On va entamer la deuxième partie, entre guillemets, mais bref, la deuxième moitié plutôt. On va entamer la deuxième moitié, et on va entamer la deuxième moitié on va commencer par mardi, avec un match entre Barcelone et Brest. Comme tu l'as dit, David, hein, ils sont sur le même créneau que le Bayern PSG, on va s'en occuper juste après. Ouais. On va commencer par Barcelone-Brest. Euh, Barcelone. encore une fois, je vais commencer là-dessus, mais David, est-ce que c'est pas presque le meilleur moment pour Brest de prendre Barcelone? Si, Barcelone tenu en échec par le Celta Vigo ce week-end. Lamine Yamal blessé. Donc ouais, c'est le moins pire moment pour prendre Barcelone. Mais bon, là, je pense que la différence de niveau, elle va quand même se voir à l'œil nu entre les deux équipes. Malgré tout le bien que je pense de Brest et du travail d'Eric Roy, à un moment donné, là, je pense que le Barça d'Hansi Flick est quand même très, très, très au-dessus et ça va se voir, je pense. Ok. Quel résultat, David, pour ce match-là? Alors, j'espère que ça va pas être trop, trop, trop violent, mais je dirais entre 3 et 4-0 pour Barcelone. C'est quelque Ok, chose dans ce goût-là. très bien. Ouais, c'est pas ce qu'on espère, non, j'avoue, mais ouais, c'est possible. Nico, pareil, même question. Qu'est-ce que tu penses du match et puis ton petit score, hein? Non, moi, je vais faire marquer Ludovic Ajorc et on va croire. Bon, à mon avis, Barcelone devrait gagner, mais un petit 3-1, je pense. Mais je vois quand même les Brestois se battre avec leurs armes et peut-être inquiéter un petit peu le Barça. Mais je pense qu'au final, le Barça est trop au-dessus et ça fera malheureusement la première défaite des Brestois. Comme tu dis, Ruben, on le souhaite pas, mais un petit 3-1 pour le Barça. Ok. Moi, je vais vous rejoindre là-dessus, hein, sur le. Ah, j'hésite à faire marquer Brest ou pas parce que la défense du Barça, elle est pas exemple de tout reproche. D'ailleurs, par exemple, s'ils sont accrochés ce week-end, c'est en grande partie de la faute, mine de rien, à Koundé, qui est un joueur depuis le début de saison qu'on encense et qu'on explique, voilà, meilleur défenseur droit du monde, pas de souci. Mais là, c'est horrible ce qu'il a fait, cette perte de balle, c'est n'importe quoi. Et Ouais, il lui arrive d'en faire quelques-unes, des comme ça. Ouais. Ça voilà, lui arrive. il perd la balle juste devant la surface, c'est le dernier défenseur. Bref, il y a peut-être qu'on lui parle pas, c'est possible, mais il a pas le droit. Il a pas le droit de la perdre. Il a pas le droit du tout de la perdre là. Donc bref, il y a des errements comme ça parfois au Barça sur l'arrière-garde. Donc c'est vrai que je serais de tendance pareil à faire marquer Brest. Maintenant, je sais pas si vous avez vu passer, Brest perd Lesmelou pour quelques, Ouais. pour quelques mois. Je crois qu'il rejouera pas en 2024. Il est attendu que pour 2025. Donc voilà, c'est mine de rien, c'est un joueur avec une qualité, avec une patte assez incroyable, assez intéressante. Donc voilà. Sans lui, est-ce qu'ils pourront lancer aussi vite et aussi bien les contre-attaques? Je sais pas. Donc je vais rester sur le 3-0 pour le Barça. Et bref, on espère quand même que Brest va marquer. Mais je pense que l'essentiel est plus à voilà, aller au Camp Nou, rêver quand tu es supporter et voilà, et essayer de passer un bon moment, mine de rien, même si il y aura peut-être la défaite au bout. J'allais te Moi, dire juste, j'allais juste te dire, les Smelou, la plupart des matchs, ils l'ont fait sans lui depuis le début de Oui, c'est saison. vrai aussi, ouais. Donc il y a quand même Magnetti, Mady Camara. Tadic Donc je Camara, pense non, que... mais c'est vrai, ça c'est vrai, mais je trouvais que voilà, sur Mais le. je suis d'accord avec toi, c'est un joueur, un super joueur. Non, mais tu vois, je trouve, après, encore une fois, c'est moi, mais par exemple, ils l'ont très bien fait, notamment par exemple sur les deux premiers matchs contre des équipes un peu à leur niveau. Quand par exemple le niveau s'est élevé un tout petit peu contre par exemple le Leverkusen, tu étais quand même bien content de l'avoir. Donc c'est juste par Ouais, rapport non, à bien ça. sûr. après, Non, non, je mais vous il vaut mieux rejoins sur le l'avoir fait que ne que pas l'avoir. je vous rejoins sur le fait que Ajorc peut en planter un petit. C'est vrai que ça peut faire plus 3-1 ou 4-1 que 3-0 ou 4-0. Mais ça peut aussi être une déroulade du Barça. Aussi se rendre compte qu'il y a eu des matchs vraiment très très faciles du Barça depuis le début de la saison et que c'est pas Brest qui va les empêcher de jouer leur jeu. Tout à fait. Malgré, encore une fois, on le rappelle, hein, l'absence de Lamine Yamal qui se voit beaucoup là depuis qu'il est pas là C'est clair. au Non, Barça. ça se Mais voit qu'il n'y a pas, mais bon.
Mais ouais, je suis d'accord. OK, bon, on reste là-dessus, on verra, on fera les comptes après. Enfin, après, évidemment, la semaine prochaine. D'ailleurs, on vous invite, évidemment, allez-y, hein, pronostiquer, envoyez-nous vos pronos, parce que c'est bien facile de parler après, voilà, de dire: «Ouais, vous êtes trompés», c'est marrant, ouais, c'est un peu trop facile. Envoyez-les avant vos pronos, c'est plus intéressant. Bah, pareil, on va passer au match Bayern-PSG. Et là, pareil, je vais commencer par toi, David, mais pour une raison un peu. Voilà, c'est que ça y est, Presnel Kimpembe et Gonzalo Ramos sont dans le groupe du PSG pour affronter le Bayern. Retour des 2 jours-là. Je sais plus si Nuno Mendes y était. Je sais qu'il avait participé à l'entraînement. Peut-être qu'il y est. J'ai Ouais, pas. ouais. Mais bon, après, ils reviennent dans le groupe, ils vont pas jouer, hein. C'est pas possible de jouer comme ça après une Oui, 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 suspension mais de bon, longtemps. ils sont là. Il y a quand même ces 2 petits retours. Mais bon, bref. Quel est ton Non, prono pour le match? Qu'est-ce que le tu espères? principal motif d'espoir, c'est qu'a priori, Luis Enrique serait enfin décidé à titulariser Kolo Muani à la place de Asensio, parce qu'on n'en peut plus d'Asensio, là, on n'en peut plus de je peux plus. Donc c'est le seul petit motif d'espoir que j'ai pour ce match. Après, bon, bah, la différence de niveau, elle est grande aussi, donc je pense qu'aller chercher un match nul à Munich, c'est déjà pas mal, quoi. OK. Un petit 2-2, par exemple, ça pourrait avoir du sens. PSG encaisse pas mal, mais est capable de marquer aussi. 2-2, ouais. OK, bah, écoutez, pourquoi pas. Nico, j'ai envie évidemment d'avoir ton avis. Rappel encore une fois un petit peu des faits et pareil sans vouloir, dire: «Oh le Bayern est forcément au-dessus» et que ça. Le Bayern, c'est, Harry Kane qui est en feu, récemment. Il y a encore un triplé ce week-end, doublé ou triplé, mais bref, il est en feu. Musiala, très, très bon, ça y est, il revient. Enfin bref, il est très, 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 très fort là ces dernières semaines. Le Bayern n'a pris aucun but depuis un mois, donc quand même, c'est pas mal. Alors que de l'autre côté, c'est aucun attaquant du PSG n'a marqué en Ligue des Champions cette saison. Donc, c'est quand on parle d'attaquant, voilà, je parle des 3 devant, évidemment que le PSG a marqué, mais aucun attaquant du PSG n'a marqué cette saison en Ligue des Champions. C'est pas, on va dire, c'est pas les signaux les plus favorables pour le PSG là en ce moment, Nico. Non, et puis ça me fait curieusement penser à ce qui se passait au moment d'affronter Arsenal, qui aussi était au-dessus de tout le monde depuis le début de saison. Donc là, le Bayern, on a l'impression que c'est un petit peu un rouleau compresseur et que tous les attaquants marquent, donc ça risque d'être compliqué. Alors moi, j'allais dire, on aurait pu penser, oui, c'est peut-être le match pour le PSG qui peut les lancer, et Kolo Muani notamment, mais à ce moment-là, si on est réaliste, je vais te dire, bon, le mieux que le PSG puisse faire, c'est éventuellement un match nul, un partout. Mmh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit mal comment cette équipe peut aller gagner au Bayern, mais après, ça peut être ce qui les lance dans cette campagne de Ligue des Champions. Mais est-ce que la présence de Kolo Muani devant peut les dynamiser? On va voir, mais C'est quoi ton prono du coup pour le match? un partout. Un partout. OK, très bien. Pour ne pas dire qu'une autre équipe française perd, voilà. Mais, Je vais aller de votre sens. Je pense que je vais pronostiquer le match nul. Si je vais vraiment dans ce que je pense qui va arriver, j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, mais le PSG peut vraiment avoir une toute petite chance parce que, en fait, il y a tellement de signaux contre qu'on se dit, oh, bah, c'est le moment, en fait. Mais bon, après, c'est ce qu'on s'est déjà dit peut-être à Arsenal. Arsenal était tellement c'est au-dessus ça. que, voilà. Et, Alors mais, pour le coup, moi, je le sens un peu mieux qu'avant Arsenal. Arsenal, je le sentais pas du tout. J'ai vu venir la défaite vraiment comme Et puis il y a eu gros Dembélé comme une maison. suspendu par Luis Enrique, donc ça va pas aider non Voilà, plus. ouais, ça, c'est une bonne idée, ça. Bonne idée de Jenny. Après, là, je le sens un chouïa mieux, mais bon, de là à aller gagner à Munich, avec cette équipe-là qui marque pas un but en Ligue des Champions, ça me paraît quand même trop audacieux comme pronostic, quoi. Non, Et puis, moi, honnêtement, si le match avait eu lieu au Parc, j'aurais dit, ah, ils peuvent quand même peut-être gagner 2-1, 3-1 parce qu'il y a le public du Parc, etc. Là, à l'Allianz Arena, c'est compliqué quand même d'aller chercher un résultat là-bas. C'est ça le problème. je suis d'accord. Après, D'ailleurs, il y j'espère a qu'il va 4000. neiger comme l'année avant le Covid. J'espère qu'il va neiger, qu'ils vont faire l'exploit incroyable sur la neige de Ah Munich. oui, le 4-1. C'est vrai, ouais. Ah, mais il y a 4000 supporters qui sont attendus quand même, mine de rien, du PSG à Munich.
Mais oui, vrai, je vois mal comment le Bayern peut vraiment perdre contre le PSG ou l'inverse, comment le PSG peut gagner. Mais après, tout reste possible. Mais je vais pronostiquer, je vais aller sur un partout. Attention à Coman, parce qu'il est très très en forme dernièrement. On parle beaucoup de Musiala, on parle beaucoup de Harry Kane, mais, Ouais, Coman, il va marquer, c'est sûr, il marque toujours contre le PSG. mais Donc il va voilà, marquer, c'est sûr. c'est ce que j'allais dire. Il aime bien marquer contre le PSG, donc attention à Kingsley Coman, à comment il va être défendu. Donc voilà. Moi, je serais, voilà, moi, je me méfierais de Kingsley Coman. D'ailleurs, mon but, enfin, si je pronostiquerais un buteur, ce serait Coman côté Bayern et côté PSG, je sais pas. Encore, Moi, un- je vois, moi, encore, je- encore comment dire, une reprise de volée de João Neves. Moi, c'est tout ce que je veux voir. Non, moi, je vois bien Kolo Muani se relancer et pourquoi pas marquer un but et plus si affinité, j'allais dire, mais au moins marquer un but contre le Bayern, qu'il connaît bien, parce qu'il a joué, lorsqu'il était à Francfort, il a joué contre le Bayern. Donc, il me semble qu'il avait marqué contre eux, d'ailleurs. Moi, Donc, je pense que les buts, ce sera Kolo Muani et Zaïre Emery, les buts du PSG, et les deux buts du Bayern, Coman et Harry Kane. Voilà. Ok, très bien. Parce que moi, j'ai dit 2-2, donc je peux en dire deux de chaque côté. Et bien sûr, c'est ça. Non, mais c'est dans la boîte, en tout cas, on verra bien. Évidemment, on va en parler de ce match la semaine prochaine, parce que ça peut être aussi un tournant pour le PSG, mine de rien, ça peut être décisif. Le PSG n'est pas du tout bien en Ligue des Champions. Et là, il y a le Bayern. Il y a aussi Manchester City qui arrive, donc bref, ça peut être un mini tournant, on va dire. C'est une nouvelle défaite ou en tout cas une nouvelle vraie déconvenue. Ça peut être très compliqué, ça peut vraiment se compliquer pour la suite. Mais encore une fois, on fera les comptes après le match. Ça semble assez il évident. faut rappeler quand même que pour ne pas être en play-off, il faut être 25e de ce championnat. C'est 24e. ça qu'on- Non, mais bien sûr, non, bien sûr, mais c'est bon. Mais tu vois, quand tu es en playoff, tu, te, tu peux quand même. Enfin, je veux dire, il y a une chance où tu tombes sur une équipe bien, 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 bien embêtante, quoi. Là, Et Oui, bien sûr. là, si tu Il finis fallait le mettre 24e, à tu peux te l'extérieur. taper Aston Villa. Ouais. ouais, bon. Si tu En tout finis 24e, tu peux te taper Aston Villa ou Manchester City. C'est clair. Non, mais voilà, encore une fois, on fera les comptes évidemment à la fin. Il y a pas, enfin voilà, on verra quand. Mais bon, bref, il faut au maximum éviter ouais, tout ce qui est complications à avoir et ce serait bien de les éviter, quoi. On va pas se mentir. C'est sûr que après, il reste quoi au PSG après Bayern et City, il doit rester deux équipes assez prenables. Mais bon, on l'a vu aussi le PSG cette année contre deux équipes prenables en Ligue des Champions, ils les prennent pas. Je veux dire que ce soit Gérone ou ils les prennent, mais ça c'est un miracle à la fin parce que le gardien se trouve, ou que ce soit là le PSV où ils font match nul, Atletico, c'est ou là surtout voilà, contre Atletico. c'est ça, ou perdre contre l'Atlético. Enfin, on l'a vu, le PSG contre des équipes entre guillemets prenables, bah voilà. Donc bref, Après, ils ont un déplacement à Salzbourg et ensuite, ils ont un déplacement à Stuttgart. voilà. Voilà. Donc bref, Salzbourg, Stuttgart, et entre les deux, il y a City logiquement. il Là, en il y a manque un, bah, City City, au parc. City entre les deux. C'est City au ça. Il y a parc. City au Donc, parc. Ouais. donc voilà. Donc bref, attention à ne pas se mettre dans un truc où il faudra absolument gagner pour ne pas être éliminé, C'est parce pour que ça, ça non, aussi, mais on va voir que. c'est pour ça que le petit point pris à Munich va être le bienvenu à la fin, quand il s'agira de faire les comptes, là, ce petit point-là, il va compter. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà nos Repartir, pronos. pardon. On va passer du coup au match de mercredi, là, cette fois-ci, puisque Bologne reçoit le LOSC. Bologne qui a perdu, qui s'est fait sévèrement taper 3-0 en Serie A ce week-end. Bah, je vais commencer par toi, Nico, du coup, pour changer. Bologne-LOSC, c'est quoi ton pronom pour ce match? Moi, je dirais un petit 2-1 pour le LOSC, qui est capable d'aller gagner à Bologne, poser des difficultés à cette équipe italienne. Et je pense qu'après, c'est juste Lille sort de gros matchs contre l'Atlético et le Real Madrid. Donc là, comment ils vont gérer face à une adversité qui leur ressemble un peu. Enfin, c'est une équipe qui est censée être un petit peu à leur portée, pardon, mais qui est censée plus être de leur niveau que le Real et l'Atlético. Bien Donc sûr. ce sera plus, ce qu'il faudra voir, c'est la capacité pour Lille de gérer ce genre de match. Et on sait que Genesio est très bon contre les grosses équipes et peut-être quelquefois moins performant contre les équipes, on va dire, qui sont de leur niveau, voire qui leur sont inférieures.
Mais voilà, je pense qu'avec Jonathan David, avec Rémi Cabella, avec Zegrova, je pense qu'ils sont quand même capables d'aller gagner à Bologne, qui en plus est en déficit de confiance, comme tu l'as dit, Ruben. Ils ont perdu 3-0 ce week-end en Serie A. Donc, je pense que ils sont capables d'aller gagner. Donc, je me dis, ouais, 2-1, ce serait pas mal. Ok, très bien. Oui, ce serait un très bon résultat. David, pareil, même question. Je pense que Lille a les moyens de gagner à Bologne, mais je pense aussi qu'il faut la jouer tactique à ce moment-là. Vu le nombre de points dont tu disposes et les matchs qui te restent, je pense qu'il faut pas forcément aller à l'abordage à Bologne. Moi, je me contenterai d'un match nul pour prendre le point qui te permet d'avancer d'un cran avant de recevoir Sturm Graz le 11 décembre. Où là, par contre, les 3 points seront obligatoires. Mais du coup, pour se qualifier, je miserais plutôt sur un nul à Bologne et une victoire contre Sturm Graz plutôt que tenter la victoire à tout prix mercredi. Alors, si elle se présente, évidemment, faut jouer les contres à fond, mais Bologne, c'est une équipe solide qui a donné du fil à retordre à Monaco. Et je partirais plutôt sur un match nul, moi, dans mon chrono. Ok. Un partout, un truc comme ça. En tout cas, ouais, voilà, c'est vrai que tu parles de qualification, et LOSC est quand même plutôt bien parti. Ils sont 14e, ils ont 7 points. Ouais. Donc, justement, j'en prendrai un de plus pour faire 8 points, et puis après, t'en prends 3 contre Sturm Graz, ça fait 11, t'es qualifié. T'es qualifié avant la dernière journée. Je pense que c'est ça l'objectif de Lille, c'est d'être qualifié avant la dernière journée, qui est contre Liverpool, je crois. Ouais, c'est ça. Non, Liverpool, c'est avant-dernière journée, et ensuite, ils ont encore Feyenoord. Bon. Si tu peux être qualifié après Sturm Graz, après la 6e journée, t'es très très content. tout à fait. Donc pas forcément partir à l'abordage à Bologne, bien gérer, assurer de prendre au moins un point là, de ce déplacement. Ce que Lille a largement les capacités de faire en jouant sérieusement. Voilà. C'est clair. Ok. Bah écoutez, je pense que je vais partir sur un match nul aussi, comme David. Alors, encore une fois, le LOSC a largement les capacités de s'imposer en Italie, mais non, l'enchaînement là pour le LOSC, il est compliqué. Ils ont perdu des joueurs aussi, mine de rien. Il y a des belles révélations, hein, le petit Boadi, etc. Au milieu, et ça, il y a des jolies révélations au LOSC, donc c'est très intéressant. Mais à mon avis aussi, le LOSC, ils ont un truc à jouer aussi en Ligue 1 voilà, où après, voilà, ok, ça joue Montpellier et Brest, oui, peut-être. Puis on a vu sur certains matchs Lille tirer la langue en deuxième mi-temps Voilà. plusieurs fois cette saison. Donc faut gérer quand même intelligemment ces semaines chargées là. Ouais, c'est Ouais, ils ont quand même l'effectif. Affronter Montpellier 3 jours après, je pense quand même qu'ils peuvent, même en mettant l'équipe B, ils peuvent battre Montpellier le week-end d'après. D'accord. Donc, ce serait dommage de ne pas aller à Bologne avec ambition. Non, mais il y a l'ambition, il y a aussi ce qui se passe après, parfois dans les têtes, hein, et je pense qu'ils vont aller. Ils se disent pas, oh, on va y aller pour faire le match nul. Ça m'étonnerait que dans les têtes, ça se dise ça. Surtout après avoir battu l'Atlético, après avoir fait le gros match contre le Real Madrid. Après, voilà, LOSC est sur une lancée en Ligue des Champions. C'est justement pas risquer de perdre cette confiance en allant perdre bêtement à Bologne, quoi. Essayer de jouer sérieusement. Non, bien sûr, et encore une fois, perdre encore une fois des joueurs. Enfin, c'est pas pour rabâcher ça. Et après, une blessure, ça peut arriver n'importe quand. Mais c'est sûr qu'avec des semaines chargées comme ça, tu t'as perdu déjà Thiago Santos sur les croisés. Ouais, exactement, ouais. Meunier, il est blessé aussi. Si tu perds Zegrova ou Jonathan David, la saison n'est plus la même, c'est clair. Ouais. Non, mais après, de toute façon, ce sont des faits de jeu. Enfin, dans la saison, ça peut arriver de toute façon, même si on fait attention. Je pense que Lille est vraiment dans une saison où, à mon avis, ils peuvent aussi basculer dans de l'ambition ou de la stagnation. Est-ce que Lille veut grandir? Et moi, quand j'ai entendu, par exemple, les propos d'Olivier Létang qui ont proposé une prolongation de contrat à Jonathan David, je trouve que ça va dans le sens de on veut continuer à être ambitieux, en plus en ayant complètement effacé le déficit abyssal qu'ils avaient avec Gérard Lopez. Je trouve que voilà, la gestion est bien, le club est très bien géré et ça ne les empêche pas de continuer à être ambitieux. Et je pense que c'est ce genre de match qui passe par là. Enfin, le degré d'ambition de Lille, il passera par ce genre de résultat, d'aller gagner chez un adversaire qui certes peut être dangereux, bien sûr, mais
je trouverais dommage de ne pas avoir l'ambition d'aller un peu plus loin et d'essayer d'aller gagner chez un Oui, adversaire oui. qui en plus n'a pas de confiance. Non, non, mais Et bien ça, sûr, ça bien passe sûr. par. Et c'est pas parce qu'on n'a jamais trop d'ambition. Donc, si ils veulent continuer à progresser, je pense qu'il faut vraiment continuer à progresser aussi dans le discours et être ambitieux dans le discours. En tout cas, voilà, ça c'est. Voilà, je resterai sur un petit un partout et on verra. Et je pense que, comme l'a dit David, Aussi. ça peut se jouer à Stungrass de qualification. Donc, bref. Après avoir, encore une fois, comme on l'a dit, ils ont largement les moyens. Ils peuvent le faire. En termes Euh, d'effectifs, ils ont voilà, largement les moyens d'aller gagner là-bas. Ça, c'est sûr. totalement. En termes de talent pur, ils sont devant, ils sont plus forts que Bologne, mais Bologne joue solide, un football italien solide. Il faut faire attention de ne pas Après, perdre Vincenzo bêtement comme Italiano est ça, très quoi. bon aussi, hein. L'entraîneur est très bon, Italiano, c'est un bon tacticien. Attention de ne pas perdre bêtement ce match, perdre la confiance, perdre des joueurs, perdre plein de choses bêtement en essayant de gagner ce match, quoi. On est d'accord, ça dépend du contexte. C'est-à-dire, si par exemple, ils souffrent à la 80e, ils sont un partout et Bologne pousse, bon, bah, faudra peut-être verrouiller. Mais je dis juste Voilà. que si Lille gagne 1-0 et, et, euh, et arrive à maîtriser dans le jeu, faudrait pas reculer juste parce qu'on a peur de. Non, mais si tu as, 10 occasions lilloises et qu'il y a toujours 0-0, moi, j'irais pas forcer le verrou à tout prix et puis prendre le but en contre à la 72e. Tu vois, ça peut Oui, être ça aussi le du match. Parce que Lille ça est dépend tellement vraiment du supérieur contexte. techniquement que ça pourrait être ce genre de match, tu sais, où tu butes contre une défense italienne bien regroupée et puis tu te fais prendre en contre à la fin. Tout à Faut fait. faire attention à ce genre de scénario. Moi, Exact. je pense que ce qu'a fait Monaco, c'était très bien parce que ils ont quand même géré. Il y a eu quelques occasions contre eux, mais ils ont eu aussi des occasions. Ils ont marqué au meilleur moment, je crois, à la 83, 84e, il me semble. Monaco, c'était très bien. En tout cas, voilà. Refaire un match pour Monaco, ce serait très bien. Et c'est vrai. Ouais. Et en tout cas, nous, du coup, justement, on va passer au match de Monaco, puisque là, ça y est, on a fait le LOSC, là, on va passer à Monaco. Et Monaco reçoit le Benfica, pareil, Ouais. mercredi. Jolie affiche. Ouais. Ouais, jolie affiche sympa entre deux équipes, du coup, pareil, qui se valent relativement, voilà, qui sont à peu près au même niveau, je dirais, comme ça. Avant le match, pareil, allez, je reprends la boucle de tout à l'heure, Nico. Voilà, petit prono pour ce match-là de l'ASM contre le Benfica. Là aussi, il faut être ambitieux. Donc, je dirais un petit 2-1 pour Monaco. Un match très serré, très compliqué, parce que Benfica, avec Di Maria, ils sont très forts. Ils sont solides, en tout cas, cette année. Donc, mais je pense que Monaco a la capacité de les battre. Le seul hic, c'est qu'ils sont à Louis II. Ils ont plus de mal à domicile qu'à l'extérieur cette saison. Mais ils ont battu le Barça à domicile, un Barça quand même assez fort. Donc je pense qu'ils sont capables de gagner 2-1. Un petit 2-1, ça serait bien. Très bien. David, pareil, même une Je question. fais une victoire de Monaco un poil plus net. Moi, je dirais 2-0 pour Monaco. Je Ok. pense que Monaco joue vraiment très, très, très bien. Ils l'ont encore montré ce week-end. C'est vraiment, ça joue super, super bien. Kliouche, Golovin, très, très haut niveau. L'entraîneur qui fait bien tourner. Non, je pense que Monaco me semble légèrement au-dessus quand même de Benfica et je vois pas tellement de raison de s'inquiéter. Accessoirement, ce qui est intéressant au compteur, c'est que Monaco, là, ils sont troisième avec 10 points. Donc là, s'ils gagnent, ça leur fait 13 points. Donc là, ils sont déjà qualifiés de mercredi soir, quoi, pour la deuxième phase de la Ligue des Champions. Et c'est quand même inespéré. Et après, ils peuvent vraiment gérer. Et c'est important de gérer parce qu'en Ligue 1, ils n'ont pas encore complètement abdiqué dans la lutte pour le titre. Donc s'ils peuvent commencer à gérer à partir de la prochaine journée de Ligue des Champions, je pense que c'est un plus pour Adi Hutter et sa gestion. Ok. Très bien. Non, moi je peux pas ne pas voir une victoire du Benfica. Je peux pas. C'est pas possible. Non, mais en étant le plus honnête possible, l'ASM me fait peur dans le côté. Ça joue très bien. Ça joue très bien. Les jeunes sont vraiment en confiance. Avec Liouche et même Ben Chiguir, hein, ils sont sur un niveau. Sur un niveau assez colossal, quoi. Ils sont très, 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 très forts en ce moment. Donc non, donc c'est compliqué. Par contre, là où ce que je vois aussi, c'est que défensivement, c'est loin d'être solide. Et en fait, voilà, tu joues contre une équipe qui,
on a parlé de Di Maria, et tu vois, il vient de me marquer un triplé en 18 minutes, avec, je pense, le plus beau but, ou l'un des plus beaux buts, mais déjà de sa carrière, alors que voilà, il a 36 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, t'as lui, t'as Aktürkoğlu, pardon, dont on ne parle pas beaucoup en France, ou très peu forcément, mais qui est un joueur voilà, qui a enchaîné 10 buts en 10 matchs, je crois, ou bref, quelque chose comme ça, qui est un joueur qui marque beaucoup. Koksu aussi, hein, qui revient bien. Koksu, exactement, qui revient très très bien, qui est sur un très bon niveau cette saison. Il jouait moins avec comment il s'appelait, l'entraîneur allemand. J'ai oublié son nom. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Non, je disais Koksu, il jouait beaucoup moins avec Roger Schmidt. Schmidt, pardon, Roger Ouais, Schmidt. ouais, tout à fait. Non, c'est clair. Oui, il est sur une vraie renaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement. Non, mais parce qu'il y a eu un changement tactique. Après, voilà, je veux pas forcément m'étaler sinon j'aurais 1000 choses à dire. Mais il y a eu un changement tactique. Il est repositionné un poil plus haut qu'avant. Donc voilà, il y a ce côté-là où offensivement le Benfica est quand même sur une voilà, c'est très intéressant. Défensivement, voilà, c'est pas non plus l'assurance touriste tout le temps. Donc, je pense qu'il y aura des buts, et je vois un 3-2, comme là ce week-end, Monaco a gagné 3-2 contre Brest, mais 3-2 du coup dans le sens inverse, et je pense que Benfica va gagner 3-2. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Après, c'est Et sûr. entre parenthèses, Ruben, tu parlais de Di Maria, mais quand on voit le niveau de Di Maria aujourd'hui, on se dit qu'il ferait du bien à ce Paris Saint-Germain. Ah, c'est sûr qu'il continue à être étincelant, et c'est un joueur pareil, c'est un joueur fabuleux, et à la carrière tellement sous-cotée en Real Di Maria, c'est assez dinguissime. Mais non, il est un peu, en fait, comment? Mardi, il va falloir se splitter le cerveau, parce qu'il y a Liverpool, Real Madrid en même temps que Monaco, Benfica, ainsi que Aston Villa, Juventus. Tout ça en même temps. Ça va pas être possible de jouer tout en même temps. C'est sûr, ça va être compliqué. Mais non, mais voilà, juste pour revenir juste brièvement sur Di Maria, il est un poil mieux géré cette saison, pareil que la saison dernière, où il était un poil en dessous, mine de rien, la saison passée, où il était, enfin, pas un poil en dessous, mais je veux dire, où il avait du mal à vraiment enchaîner tous les matchs. Normal, il a 36 ans, c'est logique. Mais là, cette année, il est quand même bien mieux géré, il finit très rarement les matchs. Voilà, il sort à la 70e, 60, 70e. Et ce qui permet du coup aussi d'être bien plus frais. Il a marqué un doublé contre Porto la semaine dernière. Enfin bref, il est aussi, enfin, la semaine dernière, il y a 2 semaines. Enfin, bref, il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant cette année. Donc voilà. Moi, on verra, hein, on verra ce qui se passera sur ce match, mais je pense que ce sera vraiment, vraiment serré et vraiment, vraiment intéressant. Et à mon avis, il y aura du spectacle, des buts, et ça va être un match super intéressant à suivre. Donc voilà. Et Louis II risque d'être rempli du coup. Non, mais d'être bien complet. Et il risque d'y avoir quand même pas mal de supporters portugais dans ce match. Donc ça risque d'être assez intéressant. On passe à la Ligue Europa maintenant, puisque jeudi, jeudi à 18h45, Lyon sera en Azerbaïdjan pour jouer contre Karabag. David, allez, je reprends par toi cette fois. David, de Karabag-Lyon, ça dit quoi? C'est quoi ton score? La différence de niveau, elle est abyssale, mais en même temps, Lyon, ils sont capables de perdre quand même, enfin de faire un mauvais match quand même. Hein. Ça, c'est dans leur corde. Ah, ça, c'est sûr. Donc, je vois une victoire de Lyon, mais moi, sur le papier, je vois une victoire 3-0 de Lyon, mais sur le terrain, ça peut faire 0-0 ou 1-0 pour Karabag, quoi. Mais je vais mettre 3-0 pour Lyon. 3-0, bah, écoute, tu choisis la version la plus optimiste, tu as bien raison. Nico, même question pour toi, c'est quoi ton score pour ce match-là? 2-0 pour Lyon. 2-0 Lyon? Ok. J'allais aller sur le 0-0, parce que match à 18h45. Il est tentant, hein, le match à Karabag. C'est ça. Ouais. Ah, tu vois, il est bien tentant, le 0-0. Mais sur un beau terrain. Non, mais je crois que je vais rester là-dessus. Je vais rester sur le 0-0. On verra. J'espère quand même que Lyon va proposer quelque chose, évidemment. Mais Lyon, là, c'est deux mauvais matchs, hein, en Ligue Europa. Les deux derniers, c'était une défaite
une défaite à Beşiktaş. Enfin, contre Beşiktaş, Contre Beşiktaş, ouais. il y a un match nul contre Hoffenheim, donc c'est pas non plus, encore une fois, c'est loin d'être la En Ligue 1 surprise. aussi, ça joue mal, hein. Ils ont beau être Ça joue au-dessus, mal tout le temps, Lyon. voilà, mais ils ont beau parfois être au-dessus, c'est compliqué, donc voilà, je vais aller sur le 0-0, c'est pas ce que j'espère, mais c'est ce que je vois malheureusement. Match du coup pour le coup à 21h par contre du coup de l'OGC Nice qui reçoit les Rangers. Nico, c'est quoi ton petit pronom pour ce match-là? Juste pour rappeler, l'équipe française est bien en difficulté en Ligue Europa, puisqu'ils sont 31e. Ils n'ont marqué que 2 petits points, donc il s'agirait de se réveiller. Allez, le match de la relance, 3-1 pour Nice. OK. Et Je suis toujours optimiste là, cette année. il faut. Voilà. Bah, écoute, c'est ce qu'il faut être. Et David, même question pour toi? Moi, je vais arrondir. Je vais dire 3-0 pour Nice. Comme ça, je dis que les 3-0, c'est plus facile à retenir. Je pense que Nice est au-dessus. Nice c'est enfin mis en route. Ça a pris du temps, mais ça y est, la patte francaise commence à prendre. Que Nice va gagner ce match. Comme tu dis, ils sont dos au mur, ils sont obligés de sortir un gros match. Donc, Là, ils ont plus le choix. s'ils sont concentrés et poussés par leur public, je pense qu'ils vont gagner. J'espère facilement ce match et qu'ils vont dérouler et qu'ils vont pilonner les Rangers. OK. Le seul truc qui moi après encore une fois, hein, c'est Sofiane Diop qui est malheureusement suspendu parce qu'il avait pris un carton rouge et ça a été le meilleur joueur par exemple là contre Strasbourg. C'est un joueur vraiment intéressant. Donc c'est assez dommage, mais par contre sur le reste du truc et la qualité d'un côté et de l'autre, il y a pas à dire, donc je vais dire 2-0 aussi, je vais vous suivre. 2-0 et voilà et une relance, parce que voilà, il faudrait ça leur fera 5 points et franchement avant le début de la compétition, autant il y avait des équipes qu'on voyait avec un peu moins de points, autant là, c'est vraiment l'inverse, donc 5 points, ce sera pas de refus cette relance, donc ouais. Je dirais 2-0. Écoutez, OK, on a fini, on a terminé l'émission. Il y a une piste pour la fin. On va revenir à ce qu'on faisait, un petit peu au début, la semaine dernière, vous l'avez vu, il y avait eu le tu préfères ou le tu prends qui comme, comme vous préférez l'appeler, mais, là, c'est un peu différent. Là, c'est moi qui ai pris en gros, les 10 meilleurs, enfin les 10 plus gros transferts du marché d'hiver et en fait, voilà, vous me donnez des noms et je vous dis s'ils sont pas dans la liste. Le but évidemment, c'est de compléter ce top 10. Dans Pourquoi? Parce l'histoire, qu'on s'approche du mercato estival. On s'approche d'un possible gros transfert, par exemple, de Victor Gyökeres qui viendrait, chambouler tout ce top 10. Donc voilà, j'avais envie de le faire maintenant et après il y aura peut-être des updates plus tard, mais en tout cas, voilà, top 10 des transferts hivernaux. Donc attention, hein, c'est très important, hivernaux. Donc voilà, on efface les transferts estivaux. Top 10 des transferts qui sont passés à la trêve hivernale. Donc voilà, là, je peux pas jouer cette fois vu que c'est moi qui ai fait la liste. Donc